tous, bienvenue. Je vois que vous êtes venus nombreux pour cette rencontre intitulée Sous l'uniforme. J'ai la chance d'avoir avec moi 3 écrivains à mes côtés, Hugo Boris, Gilles Marchand et Craig Johnson, venus spécialement des États-Unis. Alors peut-être un rapide tour de table pour présenter un peu tout le monde. Hugo Boris, vous êtes romancier, remarqué dès votre première nouvelle, N'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Prix du jeune écrivain. Et puis ensuite, vous avez enchaîné avec beaucoup d'autres romans où vous vous amusez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, à distordre les genres bien construits et à les interpréter à votre manière. Vous avez sorti en cette rentrée le sublime roman Débarqué. Pareil, une réinterprétation un peu à votre sauce d'un épisode historique qui est maintes fois commenté, qui est celui du débarquement et des cicatrices que tout ça peut laisser. Gilles Marchand, bonjour. Alors vous aussi, assez célébré et reconnu très rapidement, avec notamment le roman de Bolagno que vous avez écrit avec Eric Bonargent. C'est dans la très belle maison aux Forges de Vulcain que vous vous épanouissez pour notre plus grand plaisir de lecteur. Et après un Requiem pour Apache il y a 2 ans, il me semble, vous revenez aujourd'hui avec Le Soldat désaccordé. Là aussi une histoire de guerre, là aussi une enquête d'un ancien combattant. On va détailler ça plus tard. Alors Craig Johnson, on vous présente plus en tout cas en France parce que vous avez un gros succès chez nous avec votre héros qu'on ne présente plus justement, Walt Longmire, ce shérif qui fait respecter l'ordre à sa manière. C'est là, je crois, la 16e aventure publiée en France. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, donc on sait qu'on aura le droit à notre petit bonbon de manière récurrente. Et vous avez été adapté notamment sur une série sur Netflix, avec une série sur Netflix. Et là, ce tome des aventures de Walt Longmire s'appelle Le Cœur de l'hiver. Un livre qui était assez attendu puisque vous nous aviez laissé sur le dernier avec un cliffhanger assez terrible. J'aimerais justement, Craig Johnson, honneur aux invités de chez nous, qu'on commence par vous. On va remonter un peu le temps peut-être, parce que c'est important, que vous nous présentiez ce héros Walt Longmire et comment il est né dans votre esprit. Oh, I guess, one of my favorite quotes about writing is the one from Wallace Stegner, where he says the greatest piece of fiction ever written is the disclaimer at the beginning of every book that says nobody in this book is based off anybody alive or dead. And what a crock that is. I mean, that's what we do, is look for interesting people to include in our books. Je vais commencer par cette citation de Wallace Stegner qui disait que la partie de littérature qu'il préférait, c'était la phrase d'introduction au livre qui disait « Aucun des personnages qui vont apparaître dans ce livre n'a vraiment existé. Bien sûr qu'ils ont existé, bien sûr qu'on se sert des gens qu'on connaît et qu'on a rencontrés. » And so when it came time to build Walt, almost like Frankenstein's monster, what I did was take bits and pieces of all of these sheriffs that I knew in Wyoming and Montana and combine them together to make the individual that I needed to tell the story that I wanted. And what I noticed was an awful lot of them had a military background. A lot of them had some kind of military service that they could draw from to be able to do what it is that they did. And I thought that's kind of an important aspect for Walt too, having to be a Vietnam veteran and bring that with him. Et donc, quand j'ai construit Walt, un petit peu comme un Frankenstein, j'ai pris des petits bouts de plein de gens que je connaissais, des shérifs du Wyoming, du Montana. J'ai combiné leurs traits de caractère et je me suis rendu compte que beaucoup avaient un passé militaire, ce qui leur donnait aussi des capacités pour faire ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit que ce serait un aspect important de Walt Longmire, mon héros, que ce soit un vétéran du Vietnam. Et justement, est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots? Qui est-il? Où officie-t-il? Quels sont ses traits de caractère? I can. C'est quand même un héros maintenant culte de la littérature. Well, I don't know about that. The big thing for me is that whenever I first started writing the books, everything in crime fiction was very noir. Everything was dark, gritty, violent, and all this. And I thought, that's not the kind of people that I know that work in law enforcement. And I thought, what if he was a really decent guy? What if he was a good guy who tried to do the right thing?
And then I thought, well, what if you also put him in like the least populated county in the least populated state in America? That would certainly be different from what everybody else was doing at that point in time. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était la grande mode du noir, tout était sombre, crasse-pouille, violent. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir un héros qui ressemble plus en fait aux gens que je connais dans les forces de l'ordre, quelqu'un de bien, qui essaierait de faire les choses bien. Et aussi, je le placerais dans le comté le moins peuplé de l'État le moins peuplé des États-Unis, et je verrai ce que ça donne. Vous avez commencé à en parler, mais c'est quand même un lien avec certains des héros de ces 3 romans. Walt Longmire est un ancien combattant au Vietnam. Comment cet engagement militaire l'a affecté dans son travail, dans ce costume qu'il revêt ensuite, celui de shérif? Well, it's a very different, form like that. I mean, between being a soldier and being a police officer, simply because it seems as though like that, in a war, things are a little bit more clear cut. I mean, you have a very direct enemy, that you're facing. In police work, like that, you're not really 9 times out of 10, you're not really facing an enemy. You're facing a populace. You're facing a citizenry that you're responding to protect and to take care of. And so it makes it very difficult for Walt, I think, like that, whenever he's in a situation as a police officer, when to pull the trigger, when it is that he's supposed to be, the fatal example, like that, as far as law enforcement is concerned, like that. And so I think there's a major difference between the two there, but one is a pretty marvelous training ground for being in the other. J'aimerais qu'on passe à vous, Hugo Boris. Pardon, je traduis juste. Voilà, je bien, suis pressé. C'est vraiment très différent être un soldat et être un shérif ou un gardien de l'ordre, parce qu'à la guerre, c'est quand même relativement clair, on a un ennemi direct. Quand on est dans la police ou dans les forces de l'ordre, on n'est pas face à un ennemi, on est au sein d'une population qu'on doit protéger, dont on doit s'occuper. Et ça rend les choses plus difficiles, le dilemme plus difficile. Quand est-ce qu'on doit appuyer sur la détente? Quand est-ce qu'on doit faire usage vraiment de la force? Voilà, mais en tout cas, le passé dans l'armée, ça donne une formation en fait. C'est clair que c'est un sacré entraînement. J'aimerais qu'on passe à vous, Hugo Boris. Alors vous aussi, votre héros est un vétéran. Alors lui, il a vécu une guerre qui a eu lieu il y a plus longtemps. Peut-être que vous pourriez nous le présenter un peu. Qui est-il? Peut-être au moment de notre époque actuelle, qui est-il? Que vient-il chercher? Que fait-il? Donc il s'agit d'Andrew, un vétéran donc, du 6 juin 1944, il a plus de 90 ans, il marche encore bien, mais c'est un vieillard, et il ressent le besoin à la fin de sa vie de revenir pour la première fois et probablement la dernière sur les traces des combats qu'il a menés en Normandie. Et en fait, c'est un vieillard en cavale. Il s'est échappé à l'insu de sa famille. Il est parti, il est monté dans un avion. Il a prévenu sa fille Maggie au dernier moment parce qu'il savait que probablement qu'elle l'empêcherait de monter dans l'avion. Et ce qu'il vient chercher, on va l'apprendre petit à petit, mais probablement que il vient dans un premier temps consoler l'enfant qu'il a laissé sur cette plage, comme si cette plage il ne l'avait jamais quittée. Omaha Beach, donc où il a débarqué. Et vous savez, les vétérans, les soldats, c'était pas des vétérans à ce moment-là, c'était d'une telle violence ce débarquement. On sait aujourd'hui que les supérieurs, les officiers avaient reçu des consignes pour pousser les soldats l'arme au poing si d'aventure ils renaclaient. Hein, c'est une machine qui devait avancer coûte que coûte. La première vague avait comme devoir de ne pas secourir les naufragés. Il fallait avancer quoi qu'il arrive.
C'est une anecdote que je vous livre, par exemple. On a eu un témoignage d'un soldat, un sergent, qui avait le commandement d'un char et qui arrive sur Omaha Beach. Et le char est pris dans la folie de la guerre, et des tirs, et le sergent flanche, il prend peur. Et je le comprends parfaitement, et il donne l'ordre d'évacuer le char. Et lui part se réfugier, il court et il part se mettre à l'abri. Et il a passé la journée tétanisé, prostré. Et c'est donc un simple soldat qui a pris à sa place le commandement du char. Et à la fin de la journée, des officiers sont venus voir ce simple soldat qui avait pris le commandement du char. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous êtes là? Et donc il lui a expliqué. Et les officiers lui ont dit, mais au sujet du sergent qui s'était enfui, pourquoi vous ne l'avez pas abattu? Voilà, il fallait avancer. Donc, les couches de la personnalité ont été... Les soldats étaient effeuillés de toutes ces couches, une par une. Et à l'arrivée, dans les témoignages qu'on lit, il ne restait que l'enfant nu qui a froid sur la plage. Et cet enfant, le petit Andrew, est resté sur cette plage. Les vétérans, les soldats, je dis les vétérans, mais c'est des hommes, appelaient leur mère pendant le débarquement. Et il vient quelque part consoler cet enfant qu'il a laissé sur la plage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre livre, du coup, se déroule sur 2 temporalités, ou en tout cas, il y a une longue intro qui laisse la place ensuite à, de nos jours, le vétéran qui revient sur la scène de l'horreur, les lieux de l'horreur. Il y avait une envie parce que c'est une scène d'intro absolument bluffante, à la fois de spectacle, de tension. Il y avait une envie justement d'essayer de faire vivre ce débarquement caméra au point. Je sais qu'on a beaucoup parlé pour votre livre de « Il faut sauver le soldat Ryan », le film, mais c'était vraiment du spectaculaire, mais aussi un moyen de raconter aux gens voilà à quoi pourrait ressembler une chose qu'on ne peut pas décrire. Oui. C'est vrai qu'on a des images en tête du débarquement. On a tous le soldat Ryan en tête, on a Le jour le plus long, on a, pour ceux qui connaissent Band of Brothers, qui est une série magnifique. Mais il n'y a pas que les images, il n'y a pas que le visuel. Et c'est vrai que la littérature, c'est le miracle de cet art, et peut-être, je n'ai pas envie de dire sa supériorité sur les autres, mais enfin, ce qui fait vraiment sa spécificité, c'est qu'un livre, tous les sens en sont absents. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à sentir, il n'y a rien à goûter. Tous les sens sont à recréer. Et la littérature a ce pouvoir-là, et j'avais envie justement qu'on débarque avec Andrew, et qu'on ait froid, et qu'on vive tout ça. Et moi, je ne connaissais pas si bien que ça le débarquement au départ. Moi, j'avais l'impression, on a les images qu'ils avaient traversé la Manche sur des barges, qu'ils arrivent comme ça. Mais en fait, non, ils étaient sur des transports de troupes, sur lesquels ils étaient depuis plusieurs jours. Ils étaient 1500 là, par transport. Ils se sont répartis par petits groupes de 30 sur des chaloupes, cachés derrière des rideaux de fumée. Enfin, j'avais à cœur aussi de raconter ça, voilà, avant. Et sachant qu'en plus, Andrew est dépossédé de l'événement. On commence comme ça parce que à quelques heures du débarquement, il est il ressent une attirance brutale, imprévue, pour un autre soldat qui n'est autre que le pilote qui va conduire la barge, qui va le projeter sur Omaha Beach. Et donc, voilà, j'avais envie de créer ce point de vue. Voilà, une tension, oui, plus érotique, plus sensuelle. Et qu'au milieu de ce déluge de mort, il y avait encore cette tendresse, ce désir était encore possible. Cet élan de vie était encore possible. Gilles Marchand, vous aussi, il y avait cet enjeu de recréer toute une époque, de recréer une société, de recréer un monde, de mettre des mots sur les lieux de l'horreur, comme j'ai envie de dire. Est-ce
Est-ce que peut-être vous pourriez nous reposer les enjeux du roman rapidement? Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter comme histoire à travers le soldat désaccordé? J'avais envie de raconter justement une histoire d'homme, une histoire de soldat, une histoire d'amour. Et j'avais envie de raconter un petit peu le destin de ces hommes qui ont vécu une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, à laquelle ils ont participé par devoir, parce que même s'ils ne sont pas partis la fleur au fusil, comme on l'a dit, ils y sont allés ils avaient été élevés, éduqués pour ça. Quand on regarde les manuels scolaires de la fin du 19e siècle jusqu'à 1914, dans les manuels, on sent bien que les Allemands sont nos ennemis, qu'il va falloir reprendre l'Alsace et la Moselle, qu'un jour il va falloir se battre. Et donc ils y vont en se disant que ça va durer quelques semaines. Et on connaît l'histoire, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Et tout a été fait pour déshumaniser au maximum les hommes pendant 4 ans, en les mettant dans la terre, en les mettant dans la boue, dans la faim, le froid. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé la première scène du livre d'Hugo Boris, parce qu'on voit bien justement à quel point la peur peut paralyser, à quel point la guerre est tellement l'antithèse de l'humanité qu'on ne sait pas en fait comment est-ce que les gens vont réagir, quels sont les traits de caractère qui vont ressurgir de tout ça. Et donc c'est vrai que moi j'avais envie d'essayer d'être confronté à ça et d'avoir un personnage qui en plus quitte est blessé très tôt. Il est blessé dès l'automne 1914 et culpabilise parce que ses camarades avec qui il a eu peur, avec qui il a tué, avec qui il a mangé, avec qui il a chanté, ses camarades ils restent sur le front. Et finalement, au bout d'un moment, il se dit qu'il ne se bat plus tellement pour sa patrie, pour son pays, mais il se bat pour aider ses camarades. Et avec une main en moins, il ne peut plus y aller. Alors il reste pendant toute la durée de la guerre, au plus près des combats, parce qu'il a besoin de se sentir utile. Et à la fin de la guerre, alors c'est ça que je raconte dans le livre, il va faire partie de ces gens qui ont enquêté pour retrouver des soldats disparus, pour mettre des noms sur des tombes, pour permettre à des veuves de guerre qui n'avaient pas le droit de toucher de pension de famille, de pension de guerre parce que leur mari avait été fusillé pour l'exemple. Donc il va essayer de trouver des preuves, de montrer que ces hommes-là ont été exécutés à tort. C'est la même chose que de ce que disait Hugo tout à l'heure. C'est au moment de charger, au moment de sortir de la tranchée, il n'y avait pas besoin de passer pour une cour martiale. Un soldat qui refusait de passer le parapet, on avait le droit de l'exécuter sans sommation. Donc voilà, donc il enquête, et en enquêtant en 1925, donc presque 10 ans après le début de la guerre, on lui demande de retrouver un soldat qui a disparu. Et en se penchant sur cette histoire, il va tomber sur une histoire d'amour incroyable. Et c'est aussi la fresque d'une époque qu'on connaît peut-être un peu moins que vous faites, c'est justement l'immédiate après-guerre, où on croit que ça y est, il y a marqué paix sur un papier, donc tout le monde rentre chez soi, on part au boulot, etc. Mais en fait, c'est peut-être 5-6 ans d'une errance totale, de gens perdus, de sociétés qui doivent se reconstruire. C'est un monde qui est dans le chaos que vous nous décrivez. C'est un chaos total, et moi c'est vrai qu'on a toujours l'impression que le 12 novembre, tout le monde était à la maison avec des lampions à jouer de l'accordéon et à chanter la chanson de Craonne, mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça, parce qu'il y avait déjà beaucoup de matériel militaire qu'on ne pouvait pas laisser sans surveillance, et ça a pris plusieurs mois, plusieurs années, même pour certains soldats, pour revenir. Il y avait des soldats qui étaient blessés, qui étaient dans des hôpitaux, il y a des soldats qui ont perdu la mémoire, dont on ne savait pas à quelle famille ils appartenaient. Et puis c'était les années folles, c'est-à-dire c'était ce moment à la fois de décompression totale où les gens avaient besoin de swinger, de faire la fête, et où il y avait quand même des bars où se réunissaient les anciens combattants pour raconter un petit peu, pour retrouver, pour parler de leurs cicatrices, quoi. Et alors même que justement votre héros doit être dans ce moment d'essayer de retrouver une paix intérieure, il doit se replonger dans tous ces tourments. Comment il se débat avec ça? Je pense qu'il n'arrive pas à quitter la guerre. Justement, la guerre, il n'a jamais quitté. C'est ce qu'il dit à un moment, que la guerre, quand on y a goûté, on l'a dans la peau, on l'a sous les ongles, on peut gratter tout ce qu'on veut, elle partira pas. Et lui, il fait partie des gens qui n'ont jamais réussi à tourner la page, qui est resté là-bas, il est resté à Verdun, il est resté dans la Somme, il est resté sur les bords de Marne. Et il continue à se promener sur les champs de bataille parce qu'il n'arrive pas à les quitter. Craig Johnson, alors vous, c'est un autre genre de guerre que vous décrivez dans votre livre, mais c'est une guerre quand même.
C'est la guerre d'un shérif contre un cartel, c'est la guerre d'un père pour sauver sa fille. Racontez-nous dans quelle situation se trouve Walter Longmire dans votre nouveau livre et surtout comment il en est arrivé là. I think first off, like I mean, the big thing is like whenever you're dealing with something like the Vietnam War, it's not that old. It's not that long ago. It does seem to be getting longer like that, but it's still relatively new. And so the wounds of that war are still relatively fresh. And so I knew that like whenever I was going to make Walt a Vietnam War veteran, like I had to make sure I got it right. Not only the war right, like but the aspects of the war that Walt was involved in. Oui, alors quand on parle de la guerre du Vietnam, d'un vétéran de la guerre du Vietnam, c'est pas très ancien en fait. Bon, ça commence à l'être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et ce sont des blessures assez récentes. Donc quand je me suis dit que j'allais écrire sur la guerre du Vietnam, il fallait que je sois précis et juste, pas seulement sur les faits, sur tout ce qui environnait la guerre. And so whenever Walt's faced with this situation, like of going into the drug cartel areas of northern Mexico, it's not a place you can write cozies about. It's not a place you can write, you know, funny, sweet little mysteries about like that. It's a dark, dark world like that. And, you know, a lot of the research that I did by going there, you know, and also like that, you know, what I'd read in the newspapers and everything, and the people that I did interviews with like that, it was more like a war zone than anything that I'd ever seen in my entire life. And I think that, like, you know, one of the key elements in the book is like whenever he's talking to his Henry, to him, if you're going down there, you better treat this, you better not treat it as an investigation, you better treat it as a war. And that means you're going to have to go back and you're going to have to find that guy that you were, that guy that you so carefully wrapped up, you know, and put away in a cedar chest, you know, hoping that you would never have to see him again. You're going to have to go find that guy and get him back out again because he's the only one that's going to be able to keep you alive in this situation. Et donc, quand dans l'enquête, Walt doit aller à Mexico, au Mexique, c'est pas non plus quelque chose que je pouvais traiter légèrement, une petite enquête sympa, rigolote. C'est vraiment, c'est très sombre. Dans toute la recherche que j'ai faite, c'est dans cette région qui est dominée par les cartels de drogue, les journaux, ça ressemblait plus à une zone de guerre que quelconque endroit où j'étais jamais allée. Et quand dans le livre, Walt demande à son ami Henry des conseils, Henry lui dit il ne faut pas traiter ça comme une enquête, il faut traiter ça comme une guerre. Il faut que tu ailles rechercher ce type que tu étais, que tu as soigneusement mis de côté, bien caché dans une armoire. Il faut que tu ailles trouver ce type-là que tu pensais, que tu espérais ne plus jamais rencontrer, parce que c'est celui-là qui va pouvoir te garder vivant. Tiens, Gilles Marchand, ça me fait penser, Craig Johnson parle de recherche, de processus, pour fabriquer une histoire, il faut quand même s'appuyer sur une base solide. Je crois savoir que vous avez fait des études d'histoire en plus, donc quand on s'empare d'un matériel historique comme ça, comment on procède ? Alors moi j'ai commencé, ma première préoccupation c'était de me rapprocher de la langue de l'époque. Donc j'ai lu beaucoup de romans, il y a beaucoup de romanciers, Éric Maria Remarque, côté allemand, d'Orgelès, Genevois, Sandrars. Donc il y a énormément de littérature de cette époque-là, donc j'ai commencé par ça, par lire les grands classiques, pour lire ou relire les grands classiques. Donc ça a été mon premier travail. Dans un deuxième temps... Si je peux me permettre juste de faire une petite insiste, c'est une chance pour la Première Guerre mondiale d'avoir eu tous ces auteurs, parce que sur la seconde, on n'a pas l'équivalent. C'est juste une petite parenthèse, mais les auteurs s'en sont emparés bien après, alors qu'on a les auteurs que tu cites sont immenses. Barbus, c'est Sandra, je ne vois. Barbus avec le Goncourt en 1916. Voilà. Et ça, c'est la Première Guerre mondiale. C'est vraiment. Ouais. Donc, et après, dans un deuxième temps, j'ai lu quelques livres d'historiens qui traitaient, par exemple, de la présence des Amérindiens pendant la Première Guerre mondiale, sur la place sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et en parallèle, je suis allé à Verdun, je suis allé à Vimy, je suis allé sur les bords de Marne, visiter des musées. Et puis surtout, m'imprégner un petit peu des lieux. Quand on marche à Verdun, je veux dire, presque
plus que, le musée de Verdun, ce qui est très impressionnant, c'est quand on se promène dans la forêt, où tout est... alors les arbres ont repoussé, mais ça donne vraiment l'impression, c'est comme si on avait planté des arbres sur la Lune, c'est-à-dire c'est une succession de cratères à perte de vue sur laquelle on a fait pousser une forêt, on a une idée de ce que ça a pu être, de la folie que ça a pu être à ce moment-là. Donc pour moi, c'était très important, voilà, et après de faire valider le livre par une historienne, en l'occurrence par une historienne, spécialiste de la Première Guerre mondiale, parce que j'avais envie que les gens qui me lisent, qu'il n'y ait pas de bêtises, que ce soit correct, qu'il n'y ait pas de contresens, mais par respect justement pour tous les gens qui ont vécu cette tragédie qui a été la guerre, quoi. Comment vous avez procédé, vous, Hugo Boris, justement? Effectivement, il n'y avait pas cette littérature, ce qui est vrai, ce qui est quand même une aide en moins. Alors, moi, j'adore enquêter. À chaque fois, j'y consacre peut-être une année entière. C'est une part importante du travail du romancier, on ne le dit pas assez. C'est vraiment au point parfois que je me demande si l'enquête n'est pas un prétexte dans les deux sens du mot, un prétexte qui précède le texte, et c'est un prétexte, voilà, le roman devient un prétexte à pénétrer comme ça des univers que je ne connais pas. Donc oui, bien sûr, j'ai rencontré... Alors, je n'avais pas accès à ces grands auteurs, mais j'ai rencontré les guides des plages qui m'ont fait vivre le débarquement. Finalement, en Normandie, c'est magnifique, vous la connaissez tous, il n'y a pas grand-chose à voir. En termes de vestiges, il y a quelques ruines, mais il faut quelqu'un qui vous raconte pour faire vivre ces événements. Et voilà, donc j'ai besoin de ça, moi, d'aller me confronter au réel. C'est une anecdote que je vous la livre parce que j'ai appris ça récemment, ça m'a sidéré. Michel Tournier, qui est l'un de mes écrivains favoris, a donné un certain nombre de conférences qui ont été publiées par sa biographe Arlette Bouloumier. Et on apprend, vous le saviez peut-être vous, mais moi je l'ignorais, que Stendhal avait participé à la campagne de Russie. Stendhal a vu Moscou en flammes et il a participé à la retraite, et donc il a vu l'armée napoléonienne en lambeaux. Il l'évoque dans sa correspondance. Et qu'est-ce que Stendhal en fait? Rien. Quel écrivain aujourd'hui ne rêverait pas d'avoir participé à la campagne de Russie? Enfin, on rêverait tous, ça devait être terrible, mais comme matériau. Et ça, c'est vraiment un truc d'écrivain, il n'en fait rien. Et quand il doit raconter une bataille napoléonienne, dans la Chartreuse de Parme, laquelle choisit-il? Une bataille où il n'a jamais mis les pieds. Il choisit Waterloo. Voilà. Et en rencontrant ces guides justement qui vous ont guidé un peu sur Roma, est-ce que c'est là que vous avez pu aussi vous nourrir pour votre deuxième personnage dont on n'a pas parlé, puisque il y a l'irruption d'un autre personnage qui est le contrepoint peut-être parfait de ce vétéran en quête de réponse? Oui, qui même moi dans la construction du roman a précédé Andrew, c'est Magali, donc cette jeune guide des plages de 30 ans qui reçoit la lourde charge de recevoir Andrew. Et alors, en rencontrant les guides, j'ai compris très vite qu'en fait, pour un guide des plages, c'est le Graal absolu de recevoir un vétéran. Ça vous arrive une fois ou deux dans la carrière, ils en parlent avec des larmes dans les yeux, c'est quelque chose d'incroyable. Sauf que Andrew arrive au pire moment dans sa vie, à elle, parce que elle est confrontée à ce qu'on appelle une disparition inquiétante. C'est-à-dire que son mari a disparu 9 mois auparavant. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas s'il s'est suicidé. On ne sait pas s'il est parti de son plein gré, ce qu'elle redoute sincèrement. Et donc elle ne vit plus. Elle tient grâce aux médicaments qu'elle prend. Elle a 2 enfants en bas âge. Et elle essaye même de refiler le bébé à quelqu'un. Elle voudrait ne pas avoir à s'occuper de ce vétéran alors que ça devrait être vraiment le plus beau jour de sa vie. Et finalement, elle n'a pas le choix. Elle doit aller à la gare de Bayeux, ancienne capitale de la France, pour recevoir
ce vétéran. Et quand un vétéran se déplace aujourd'hui, plus de 90 ans, il ne vient pas seul. Il vient avec ses petits-enfants, d'abord ses enfants de 70 ans, ses petits-enfants de 40. Ils viennent, il faut 2 minibus pour convoyer tout le monde. Il y a une infirmière, enfin, des membres d'associations, il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il faut les protéger aussi des mouvements de foule, ces vétérans, parce qu'ils sont accueillis comme des stars du rock en Normandie. Il y a un engouement populaire pour eux. C'est presque des demi-dieux. Les gens ressentent le besoin de les toucher physiquement, comme s'ils incarnaient quelque chose de sacré. Il est déjà arrivé, c'est des guides qui me l'ont raconté. Vous ne pouvez pas avoir l'imagination de ça, il faut qu'un guide vous le raconte. C'est ça où le réel est. Et dépasse toujours la fiction. On est toujours obligé de retrancher parce que le réel n'est pas vraisemblable. Vous avez des gens qui ont déjà sorti des paires de ciseaux pour essayer de leur couper des mèches de cheveux à ces vétérans quand il leur en reste, pour voilà, à garder un souvenir. Et Magali, quand elle arrive à la gare de Bayeux, c'est un homme seul qui l'attend. Il a fait seul le voyage depuis le Connecticut. Et c'est voilà, débarquer, va raconter comment leurs deux destins vont se nouer entre eux, quelque chose dont on reparlera peut-être sans trop en dévoiler tout à l'heure. Craig Johnson, j'aimerais revenir à cette croisade un peu que mène Walt Langmeier. Généralement, dans un roman noir, dans un polar, il faut un bon méchant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce méchant? Well, I guess the best quote that I've ever heard of that is the Northern Cheyenne have a phrase that they use, and what they say is that you judge a man by the strength of his enemies. And so whenever I'm thinking about one of the Walt books, I'm always trying to think, okay, well, what's the worst individual that I can have Walt go up against? Which is one of the main reasons why the book takes place in northern Mexico, is because this is an individual that Walt has had a run-in with before. And this guy, Tomas Bedard, is not used to losing. And so he can't let this go like that. And so instead of taking Walt on in Wyoming, where Walt has all of his resources and all of his backup and all of that, like that, he decides to lure him into northern Mexico, which is probably one of the most lawless places in the world right now. Sur les ennemis, la meilleure citation, elle vient des Cheyennes du Nord, hein, qui disent qu'on peut juger un homme par la force de son ennemi. Et là, vraiment, c'est le pire ennemi de Walt dont il est question. C'est pour ça que je l'emmène en fait au Mexique, parce qu'ils se sont rencontrés auparavant. Et Bidart, son nom, n'est pas habitué à perdre. Et il se dit que plutôt que d'affronter Walt sur son territoire au Wyoming, là où il a des ressources, de l'aide, il va l'attirer au Mexique, qui est dans une région du Mexique qui est l'une des régions les plus où la loi est vraiment totalement absente. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais il y va pour une question, puisqu'il est beaucoup. En fait, on est sur 3 romans où on est quand même sur les lieux de l'horreur, mais l'amour sort gagnant de tous ces combats. Là, c'est l'amour pour sa fille qui le guide, puisque son ennemi retient sa fille prisonnière. Absolutely. I mean, if you can't get to the man, then you have to get what's important to the man. And he knows that the only way to make sure that Walt will come is if he takes his daughter. And so that's what happens in Western Star, like we discovered in the earlier book. But it's a situation that Walt really has no choice in. He has to go. And as decent as he is, like that, he has to find, once again, that individual that he was in the Vietnam War. Like that, he also had a unique experience in the war in the sense that he wasn't a simple soldier. He was a military policeman. You know, he was one of the first military policemen for the Marine Corps. They first started having their own detectives in 1967-68, right around the same time as the Tet Offensive. And so he actually kind of gets to make the rules up as he goes along while he's in Vietnam. And that's certainly what he's up against, you know, when he's there in northern Mexico, making the rules up as he goes along. Oui, et quand on essaie d'atteindre quelqu'un, on l'atteint aussi par ce qu'il aime. Et là, pour Walt, c'est l'amour de sa fille. Et donc son ennemi sait que s'il prend sa fille, eh bien, il va être forcé de réagir. Walt n'a pas le choix, il doit vraiment y aller.
Et pour ça, donc, il doit retrouver celui qu'il était pendant la guerre du Vietnam. En fait, pendant la guerre du Vietnam, il était dans la police de l'armée, qui a été des détectives pour le compte de l'armée, quelque chose qui a été créé aux alentours des années 68-69. Et quand il était dans cette position, il fallait un peu inventer les règles au fur et à mesure. Et c'est ça aussi qu'il fait au Mexique. Il invente un peu les règles au fur et à mesure. I also wanted to say something about what the other two authors said. Two things. One, first of all, what you said about voice, what you said about language, look at how that was the important part to make sure that you got the language right. I think that's absolutely essential. Whenever I'm teaching classes, I'm always telling students, you're only going to describe the character one time, but they're going to talk all the way through that entire novel, and you have to make sure that you get the language right, especially when you're doing something such as a period piece, whether it be like World War I, World War II, or Vietnam, either one. You got to make sure the words are right. Et je voulais réagir à ce que vous disiez tous les deux. En effet, la langue, c'est tellement important, c'est vraiment essentiel. Quand parfois j'enseigne, je dis vous allez décrire les personnages une seule fois, mais pendant tout le roman, ils vont parler. Et donc, c'est tellement important qu'ils parlent de façon précise, surtout quand il y a quand ça se place dans un contexte historique. And then the other one was, yes, you're right. A lot of the veterans of that period were treated like rock stars, except for the ones that didn't come back. I had a great uncle Harp, who was a tank commander here in France, during World War II, and then he found out about French women, and he didn't come back for 10 years. So. Et oui, en effet, les vétérans étaient traités comme des rockstars, sauf ceux qui ne revenaient pas. Moi, j'avais un oncle, 16, et il n'est pas revenu, ça a pris 10 ans. Petite question, dernière question que je me pose, Craig Johnson. Quand on a une série au long cours comme ça, et quand on se permet un cliffhanger assez énorme, est-ce qu'on se met une pression supplémentaire parce qu'on crée forcément de l'attente pour les lecteurs? Oh, absolutely. It's kind of a given, whenever you write a series of books, that there's going to be another book. And French readers have the advantage of knowing there are going to be 5 more books like that because you guys are like 4 or 5 books behind. So I'm not really going to be able to hide that from you, in all honesty. But you also have to treat every one of those novels, especially when someone's in the kind of work that Walt is in law enforcement, that this will be the last book. So there has to be that moment every time you're writing one of these books that you say to yourself, I don't know if he's going to make it or not. This might be it. This might be the last one. Or else you're not really playing fair. It doesn't seem like to me. So. Oui, alors c'est un peu une donnée quand on a un héros récurrent de savoir qu'il y aura d'autres livres. En plus, en France, vous avez un peu de retard. Il y a 5 livres de retard. Donc je ne peux pas vous cacher que voilà, il va s'en sortir. Mais bon, vous devez aussi, en tant qu'écrivain, toujours vous demander, et en tant que lecteur, vous demandez à chaque livre, si c'est le dernier, le mettre en danger. J'aimerais qu'on parle quand même d'amour dans tout ça, j'ai commencé à le dire, mais il y a quelque chose de très similaire dans vos 2 romans. C'est qu'au milieu de l'enfer, au milieu de l'horreur, arrive à naître une forme de romance, il y a de l'amour, il y a de la poésie aussi. Gilles Marchand, votre personnage donc, s'enfonce plus ou moins dans les souvenirs de la guerre, essaie de remonter la trace de ce fameux Émile pour savoir s'il a disparu, s'il est mort. Et il tombe sur une femme qui, en fait, a joué un rôle très important dans sa vie. Est-ce que l'idée de faire naître un peu de l'amour au milieu de l'horreur, c'est un truc qui vous intéressait? Un truc de, justement, prendre un contre-pied comme ça pour le lecteur, que c'est pas qu'un lieu de désolation? C'était même le point de départ, en fait. Pas tellement l'amour, mais la présence féminine dans le No Man's Land, dans la zone la plus déshumanisée possible, un endroit où il pleuvait de l'acier, à longueur de journée, à longueur de nuit. J'ai eu cette image d'une femme qui serait fantasmée, qui serait imaginée, dont on ne serait pas sûr si elle existe ou si c'est un rêve ou si c'est une histoire que se racontent les soldats pour tenir la nuit, parmi toutes les histoires et les légendes qui se sont racontées, parce que ça fait partie des choses aussi qu'on retrouve dans la littérature, dans la correspondance ou dans les chansons même de l'époque, c'est qu'il y a beaucoup et dans la poésie,
Il y a beaucoup de légendes qui ont été racontées, beaucoup de Jeanne d'Arc aurait aidé les Français pour pousser les Allemands sur les bords de Marne. Les Anglais se sont fait aider, eux, par des anges. On disait que quand on rêvait d'un autocar, c'est qu'on allait mourir dans la nuit. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient racontées. Et donc moi, j'ai juste inventé cette légende-là qui n'existe pas, d'une femme qu'on appelait la fille de la Lune et qui se promenait, qui se promènerait peut-être dans un endroit. En tout cas, certains disent qu'ils l'ont vu, certains disent qu'ils l'ont entendu parler, certains disent qu'ils l'ont touché. Et j'avais envie justement, le point de départ, c'était cette présence féminine. Et l'amour, en fait, je me suis dit, mais si cette femme est là, pourquoi est-ce qu'une femme prendrait autant de risques pour être dans cet endroit-là ? Et je me suis dit qu'il y a une seule chose qui peut pousser à prendre des risques comme ça, mais c'est la même chose dans le livre de Craig, c'est l'amour d'un enfant ou l'amour d'une compagne ou d'un compagnon, quoi. Et surtout que ce qui participe à ça, c'est qu'il découvre au fur et à mesure qu'Émile est un poète, ou en tout cas aime à se réfugier un peu dans la poésie. Est-ce que c'est là aussi une manière de prendre un contre-pied avec le soldat un peu, comment dire, pris dans la machine guerrière ? Un peu viril. Ouais. Alors, ce que j'ai découvert, peut-être que tout le monde le savait, mais moi j'étais persuadé que, enfin, il me semblait qu'on m'avait appris qu'on les appelait les poilus parce qu'ils étaient un peu hirsutes, parce qu'ils n'avaient pas le temps de se raser, qu'ils étaient allés chez le coiffeur, etc. En fait, c'est eux qui s'appelaient les poilus parce que les poilus, c'était les gaillards, c'était les virils, quoi. Et c'était pas du tout quelque chose de péjoratif, c'était quelque chose qui revendiquait. Mais après, quand on lit la correspondance, il y a beaucoup de lettres de poilus. Les poilus, ils n'ont jamais manqué ni de quoi écrire, ni de vin rouge. C'était vraiment les deux choses qui étaient importantes. De quoi écrire parce que le sacrifice qu'on leur demandait était tellement fort qu'il fallait qu'ils gardent un contact avec leur famille, avec leurs entreprises, avec leurs terres, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils consentaient ce sacrifice. Et le vin rouge... c'est parce que ça donne des ailes. Voilà, ça permet d'oublier. Et puis c'était l'époque où il y avait du vin rouge. Enfin, la fin du vin rouge dans les cantines, c'est 1956. Donc en 1914, le vin rouge faisait vraiment partie du quotidien du français. Mais donc là, je me suis un peu éloigné de la question. Mais il y a cette envie d'injecter de la poésie, voilà, quand même dans un lieu qui ne s'y prête pas au départ. On se rend compte que la poésie, c'est... déjà était très présente à l'époque. Les poètes, c'était quelque chose. C'était Apollinaire, Éluard, enfin pour citer ceux qui ont participé à la guerre. Ils étaient respectés, ils étaient aimés. Et quand ils s'écrivaient, il y a beaucoup de lettres qui sont extrêmement poétiques et pas forcément des lettres de poètes, des lettres d'hommes qui parlent à leurs enfants, qui parlent à leurs femmes. Et donc voilà, j'avais envie de... Je me dis que quand on est dans l'horreur, peut-être la poésie fait partie des choses qui peut rendre la vie un petit peu meilleure, quoi. Et puis juste pour finir, il rencontre sa compagne, ils ont 14 ans, ils se quittent, ils sont au tout début d'une histoire d'amour. Et quand on est au tout début d'une histoire d'amour, c'est le moment où on est le plus lyrique, où on n'a pas peur d'être un peu fleur bleue, au contraire, on a besoin d'exprimer cet amour. Donc c'est vraiment l'âge auquel on écrit des poèmes en général. Hugo Boris, vous aussi, il y a une forme de poésie qui se dégage de ce livre parce que il y a effectivement, vous l'avez dit, cette espèce de brève apparition, de brève romance, je ne sais pas si on peut appeler ça une romance, mais au cœur de l'horreur. Et puis il y a ce vétéran qui revient sur les lieux et on se dit, est-ce qu'au final il ne vient pas aussi chercher un souvenir peut-être d'une vie qu'il n'a pas eue, d'un moment qu'il aurait pu... Il y a aussi cette quête peut-être de commémoration de quelque chose d'horrible, mais une commémoration aussi de quelque chose d'heureux. Oui, c'est très juste. Des regrets peut-être aussi, parce que il ressent à quelques heures du débarquement un émoi pour un autre homme. L'homosexualité, je ne suis même pas sûr qu'il connaissait le mot ou qu'en tout cas il mettait ce mot-là sur ce qu'il ressentait. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le nommer? Je ne sais pas. Enfin, c'est une tension, voilà, un trouble exactement. Et on comprend qu'il est revenu aux États-Unis ensuite et qu'il a eu une vie assez rangée finalement. Voilà, il a eu une fille, bon, et puis arrive la fin de sa vie et il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et voilà, il s'autorise peut-être à ce moment-là. Il y a une urgence, le souffle de la mort lui voilà, est là, froid dans la nuque. Il faut y aller, c'est maintenant. Et il franchit l'Atlantique.
Et c'est au final la rencontre de ces deux personnes qui n'avaient au final de très peu de chances de se rencontrer, qui sont deux personnes hantées par les fantômes de leur passé, qui va créer une forme de, comment dire, de relation qui va les attirer vers le haut. C'est assez inattendu de voir ces deux personnages peut-être se reconstruire ensemble. Oui. C'est vrai que j'ai découvert aussi un phénomène de société dont j'ignorais tout en France, qui est le phénomène des disparitions inquiétantes. Mais c'est là où ils vont se trouver. C'est que Magali, elle est confrontée à cette perte. Donc, les disparitions inquiétantes, on sait que ça existe au Japon. Hein, on connaît le phénomène des évaporations, les évaporés qui, suite à un déshonneur, une dette de jeu, vont, pour protéger leur famille, disparaître. Il y a une île des évaporés où ils se réfugient. Il y a même, paraît-il, des entreprises qui vous aident et qui vous pouvez les payer pour préparer votre évaporation. Je trouve ça assez fascinant aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit, où on laisse tant de traces numériques partout qu'on puisse encore disparaître. Mais on peut. Et donc en France, moi j'étais loin d'imaginer que c'est quand même 12 000 personnes par an qui disparaissent. Alors qu'on retrouve, hein, il n'y a pas 12 000 personnes qui disparaissent complètement, mais certaines on ne les retrouve pas. Mais ce qu'on sait, c'est que sur ces 12 000, ce sont principalement des disparitions volontaires. Et il faut savoir que disparaître n'est pas un délit. On a le droit de disparaître. Et c'est-à-dire que si la police vous retrouve et que vous demandez à la police de ne pas dire à votre famille où vous habitez, la police doit respecter ce vœu. Et en fait, quand en plus, au moins on sait que la personne est vivante, mais dans bien des cas, on ne sait pas. Et c'est d'une violence inouïe pour l'entourage. Voilà, quand la personne est morte, il y a un corps, c'est très terrible, très dur, mais on peut surmonter très difficilement, mais on peut surmonter un deuil. Là, je ne sais pas comment on peut surmonter une disparition. Je crois que je vivrais hanté par cette question tout le temps. Et donc oui, ils vont se retrouver, et il y a un terrible malentendu entre eux, parce que elle voudrait ne pas l'accueillir, et elle vit un drame d'invisibilité. On ne la voit plus, cette femme. L'enquête piétine, ça fait 9 mois, elle devient aphone, donc elle est en train de disparaître. En tout cas, elle a cette impression-là qu'on ne la voit plus. Et arrive, puis l'entourage est maladroit dans ces cas-là, on n'ose plus lui demander des nouvelles de son mari, on ne sait plus. Et arrive ce vétéran qui n'est pas très sympathique. Il est taiseux, il lui adresse à peine la parole, il répond à peine à ses questions du bout des lèvres. Et elle a l'impression qu'il n'a pas compris qu'elle était guide des plages. Elle a l'impression qu'il la prend pour un chauffeur VTC. Et c'est précisément parce que cet homme arrive et d'une certaine façon la traite mal, alors que c'est un vieil homme qui est fatigué par un long voyage, qui revit des choses très dures, et ben c'est cette rencontre qui va lui permettre d'extérioriser sa colère, et enfin elle va, comme une demi-folle, crier sur cet homme, et c'est ça qui va la libérer, et leur relation va pouvoir commencer à ce moment-là. Et puis on va finir avec vous, Gilles Marchand. Une dernière chose, parce qu'on est pris par le temps malheureusement, mais vous aussi, il est un peu question de disparition, parce que en s'occupant de ce fameux Émile, votre narrateur, votre personnage, votre protagoniste, lui aussi disparaît de sa propre vie. Il y a quelqu'un qui l'attend, enfin en tout cas il y a une relation qui fane. Est-ce que lui, il essaye quelque part, alors pas de partir en quête de soi, mais plutôt en disparition, à travers les autres qu'il cherche? Je pense qu'il a déjà disparu avant. Je pense que peut-être que ce qu'il cherche, c'est les traces de ce qu'il a été, c'est les traces du jeune homme qu'il a été, de l'amour qu'il a perdu, et de l'amour. Et ce qu'il maintient pendant 10 ans, c'est d'être de nouveau confronté à une histoire d'amour qui lui fait penser à la sienne. Mais oui, je pense il essaie de je pense que c'est pas tellement lui qui a disparu, c'est toute une partie de la France, une partie de sa jeunesse. C'est les années volées. Et donc peut-être qu'il se retourne vers ces années-là pour essayer de comprendre une logique à tout ça.
Merci à tous, merci, on est pris par le temps, c'est pile, sinon je me fais gronder, hein. Vous savez c'est assez sévère ici. Merci beaucoup, merci tous les trois, et je vous invite à aller retrouver les auteurs sur leurs différents stands, Grasset, aux Forges de Vulcain et Gallmeister. Merci beaucoup. Merci Catherine.